Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va calculer le champ électrique E créé par un fil infini et qui est considéré comme étant filiforme et qui porte une densité de charge linéaire uniforme, à savoir lambda égale dq sur dl est une constante. Lambda, c'est la densité linéaire de charge. Donc, le champ électrique E doit être calculé où un point N situé à une distance A de l'axe OZ. Donc, d'abord, on doit adopter un système de coordonnées bien adapté à notre situation. Notre fil est invariant par rotation suivant l'axe OZ. Le système aussi est invariant par translation suivant l'axe OZ. Ça ne se passe rien si je fais une translation suivant l'axe OZ. Je retrouve la même situation. Donc, comment définir les coordonnées dans le système cylindrique? Eh bien, on projette le point M sur le plan formé par O, X, O, Y, de manière orthogonale. On obtient H. Et de même, on va projeter H sur l'axe OX, de manière orthogonale. On projette le point H sur l'axe OY, orthogonalement. Cette distance de A vers H, c'est la coordonnée R. L'angle entre OX et OH, c'est l'angle θ. C'est l'angle orienté θ. Et puis, je projette M sur l'axe OZ. De manière orthogonale, je trouve la cote Z. Cette distance, c'est la cote, c'est le projeté de M sur l'axe OZ. Dans ce cas-là, Z est positif. Si M situé au-dessus du plan OX-OY, Z sera négatif. Donc, comme ça, j'ai défini les coordonnées d'un point M dans la base cylindrique. Les coordonnées sont R, OH, θ, cet angle, et Z, la cote, c'est-à-dire le projeté orthogonal de M sur l'axe OZ. Ici, j'ai le vecteur unitaire UR. Uθ est perpendiculaire à UR. Voilà. Uθ. Alors plutôt, je dessine la base au point M. Voilà. C'est UR. Uθ, c'est un vecteur perpendiculaire à UR. Et UZ, c'est un vecteur unitaire au plan formé par UR, Uθ. Il faut savoir que le plan UR, Uθ, c'est un plan horizontal. Il est parallèle au plan OX, OY. Le plan OX, OY, c'est un plan horizontal. Le plan UR, Uθ est un plan horizontal, parallèle au plan OX, OY. Alors, l'expression du champ E au point N est donnée par la formule suivante, c'est-à-dire la projection de E sur la base qu'on a adoptée, la base cylindrique. C'est E, une composante ER, de coordonnées R, θ, Z, fois le vecteur UR, plus E, θ,
Eθ, c'est la composante de E sur Eθ. Elle dépend aussi de Rθ et Z, fois Eθ. Plus E, Z, c'est-à-dire le projeté orthogonal de E sur UZ, de coordonnées R, θ, Z, UZ. Voilà l'expression de champ E dans la base cylindrique, c'est-à-dire de coordonnées R, θ, Z. Et UR, Uθ, UZ sont les vecteurs d'orientation de cette base. Alors ici, on a affaire à simplifier l'expression du champ E pour qu'on puisse le calculer. D'abord, je commence par la détermination de la direction du champ E. Détermination de la direction du champ E. Eh bien, pour déterminer la direction du champ E, il faut avant toute chose savoir que les plans de symétrie, le champ E appartient toujours au plan de symétrie. Je répète, le champ E appartient toujours au plan de symétrie. Donc ici, j'ai affaire à chercher deux plans de symétrie. Un plan P1 et un plan P2. On va voir après pourquoi on doit choisir deux plans de symétrie. Donc, je viens de dire que le champ E est toujours appartient au plan de symétrie. Donc, on va choisir ici, on va chercher un plan de symétrie. Prenons par exemple le plan formé par M, UR, UZ, c'est-à-dire le plan vertical. Ce plan vertical passant par le point M est un plan de symétrie. Donc, M, UR, UZ est un plan de symétrie. Cherchons un autre plan de symétrie et qui doit être passé par le point M. Donc, je vais choisir M, Uθ, UR, c'est-à-dire le plan horizontal. M, UR, M, UR, Uθ. Alors, ce plan, il coupe le fil en deux parties égales. Le champ, je répète, le plan formé par M et UR, Uθ, c'est le plan horizontal. Alors, il coupe le fil, puisque le fil est infini, il coupe le fil en deux parties égales. Donc, ce plan P2 est un plan de symétrie. Et puisque le champ appartient au plan P1 et appartient aussi au plan P2, donc il appartient bien évidemment à leur intersection. L'intersection du plan vertical avec l'intersection du plan P2, le plan horizontal, l'intersection de ces deux champs, c'est UR, le vecteur commun entre les deux plans. Donc, on peut en déduire que E est suivant le vecteur en commun.
UR. Eh bien, cette expression sera simplifiée. Donc, le champ E n'a pas de composante suivant Uθ, ni suivant de Uz. Alors, l'expression de champ E au point N est donnée par la relation simplifiée suivante. ER, R, θ, Z, UR. Alors ici, on a déterminé la direction du champ E. Je passe à autre chose. C'est la dépendance du champ E vis-à-vis les coordonnées R, θ, Z. On doit se faire une place ici. Et je dois effacer cette face. Le fil est invariant par translation suivant l'axe OZ. C'est-à-dire, si je fais une translation suivant l'axe OZ, le dispositif ne changera pas. Ça reste le même. Donc, puisque le système est invariant par translation suivant Z, donc le champ E ne dépend pas de Z. Le système aussi, le fil aussi est invariant par rotation suivant l'angle θ. Donc ça se passe rien. Le système est invariant par rotation suivant l'axe OZ. Alors le champ ne dépend pas de θ. Donc par translation, je récapitule, par translation, le champ E est invariant par translation suivant l'axe OZ. Alors, il ne dépend pas de la coordonnée Z. C'est 1. 2. Le fil est invariant par rotation. Invariant par rotation. Suivant l'axe OZ. Alors, le champ E ne dépend pas de θ, de la coordonnée θ. Donc l'expression qu'on a trouvée, c'est U, E égale E, R, U, R. Il ne dépend que de R. Donc, on peut écrire ici R, on a une seule composante. Alors, maintenant, je passe à l'application du théorème de Gauss, puisque j'ai déterminé d'avance la direction du champ E. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Alors, l'énoncé du théorème dit que le flux d'un champ électrique E à travers une surface fermée, que je la note par ρ, c'est-à-dire une surface fermée. Qu'est-ce que ça veut dire une surface fermée? C'est une surface qui délimite un volume. Voilà la surface fermée. Scalaire ds.
égale au quotient de la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface par epsilon 0. Donc voilà le théorème de Gauss. Le champ électrique E, à travers une surface sigma fermée, égale le quotient de la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface que j'ai choisie par epsilon 0. Donc il faut choisir la surface de Gauss sigma de telle façon à avoir un produit scalaire très simple. Alors il vaut mieux que ds soit parallèle à E pour que le vecteur, l'angle θ entre E et ds ne paraît pas. Donc d'abord je vais faire un petit rappel concernant le vecteur ds. Supposons par exemple qu'on a une surface ici ds. Alors c'est quoi le vecteur ds? Donc le vecteur ds c'est ds fois un vecteur unitaire n. Ce vecteur unitaire n est normal à cette surface et dirigé vers l'extérieur. Voilà ds. C'est cette surface ds fois un vecteur unitaire normal à cette surface, normal perpendiculaire à la surface, est dirigé vers l'extérieur. Voilà. Donc, la surface qu'on va choisir pour que E et ds soient parallèles, c'est un cylindre. Bien sûr, la surface latérale du cylindre, il faut que M appartienne à la surface latérale du cylindre. C'est la distance, c'est la hauteur du cylindre, c'est L. Le rayon du cylindre, c'est A ou R, A égale R. Donc, ici, j'ai un élément de la surface latérale. D'abord, la surface du cylindre est composée de trois surfaces. Une est latérale et deux autres surfaces. La surface c'est-à-dire que se trouve en haut du cylindre, et la surface de fond. Donc, je subdivise cette intégrale en trois parties. C'est le champ E scalaire ds1, c'est-à-dire cette surface S1, plus E ds2, c'est cette surface S2, et ds2 c'est un élément infinitésimal de S1, plus, regardez bien, j'ai enlevé le rond, parce que ds1 n'est pas une surface fermée. E ds latérale, c'est la surface latérale du cylindre, égale Q intérieur sur epsilon 0. Alors, il reste à déterminer E scalaire de S1, E scalaire de S2 et E scalaire de S latéral. Égale E, c'est suivant ER. Alors, je peux écrire E fois U R scalaire ds1. Alors, il est où ds1? C'est ici. Alors, c'est quoi le vecteur qui est perpendiculaire à ces surfaces et qui est dirigé vers l'extérieur? C'est U
UZ. On a défini tout à l'heure que le vecteur ds, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface ds, mais qui est orienté vers l'extérieur. Donc, ds1 est orienté vers l'extérieur. Plus E ds2. E UR, scalaire ds2 fois. C'est quoi le vecteur ds2? Le vecteur ds2, c'est ds fois un vecteur unité perpendiculaire à la surface. Et le vecteur perpendiculaire à la surface S2, c'est moins UZ. Il a un sens opposé de celui de l'axe OZ. Donc ici, c'est moins UZ. Moins UZ. Il reste à calculer le produit scalaire de E fois ds latéral. Donc E, UR fois ds. Alors, ces surfaces ds latérales, quel est le vecteur unitaire perpendiculaire à ces surfaces? Le vecteur perpendiculaire à ces surfaces, c'est UR. UR est perpendiculaire à la surface latérale. Il suit le mouvement M sur la surface latérale. Donc, ds2, c'est ds fois UR. Car UR voilà le cylindre, UR dirigé vers ce sens. Donc UR est perpendiculaire à cette surface latérale. Voilà. UR, ds. Donc, ce vecteur UR est perpendiculaire à cette surface. Donc, à quoi égale UR scalaire UZ? UR, UZ, ils sont perpendiculaires. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs sont nuls. UR, voilà UR, UZ. Donc, cette expression, c'est 0. Ça donne 0. De même pour UR et moins UZ. Voilà UR, voilà moins UZ. UR, moins UZ. Donc, les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Alors, le produit scalaire, c'est nul. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, UR scalaire UR. À quoi égal? UR scalaire UR, c'est l'unité 1. Donc, il reste E, ds latéral ici, ds indice L. Ça signifie que la surface latérale, donc UR scalaire UR c'est 1, donc égal Q intérieur sur epsilon Z. À quoi égale Q intérieur? Eh bien, Q intérieur, c'est la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface. La voilà. C'est une distribution linéaire qui part de moins L sur 2 vers L sur 2, puisque cette distance c'est L. Donc, ici on a dq égale lambda dl. Alors, Q intérieur, j'intègre cette expression, dq c'est lambda dl. C'est l'intégrale de lambda dl. De moins L vers 2, de moins L sur 2 vers L sur 2, puisque la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface, de moins L2 vers L sur 2. Lambda est une constante puisque dans l'énoncé de l'exercice,
La densité de charge linéaire est uniforme. Donc lambda est une constante. Je fais la sortir de l'intégrale. Il reste l'intégrale de L, c'est L. Donc E, ds latéral, c'est lambda L sur epsilon 0. On a dit tout à l'heure que le champ E ne dépend que de la variable R. Alors, elle est constante à travers surface. Le champ E ne dépend que de R ou A. Alors, il est constant sur la surface latérale. Donc, de R égale D S latéral égale lambda L sur epsilon 0. À quoi égale l'intégrale dSL? C'est S latéral égale lambda L sur epsilon 0. Donc S latéral d'un cylindre, c'est du pi R, le rayon du cylindre. Je parle ici de la surface de Gauss, du rayon R ou A. C'est du pi R fois la hauteur L, qui est égale lambda L sur epsilon 0. Et je simplifie l'expression. Alors, ER égale lambda sur 2 pi epsilon 0 R. R c'est A. Alors, lambda c'est du pi. Alors, E c'est lambda sur du pi epsilon 0 A. Et vers la fin, le champ E, c'est-à-dire le vecteur champ E, c'est UR, UR. UR c'est lambda sur du pi epsilon 0 A fois UR.